Bonjour Là, et bienvenue au hey, là. webinaire Faites vos recherches, l'économie cognitive de la désinformation, organisé par la Faculté des lettres et sciences humaines en collaboration avec la Faculté des sciences sociales et la Faculté des sciences de l'éducation. Je suis Mélanie Boutin, responsable de formation sur les études pour la Faculté des lettres et des sciences humaines. Je vous accompagnerai aujourd'hui tout au long de webinaire en gérant le question-réponse. Nous vous rappelons que le webinaire est enregistré et que nous sommes en direct sur les pages Facebook des trois facultés. Une période de questions est prévue à la fin du webinaire. Tout au long de celui-ci, vous pourrez écrire vos questions dans le question-réponse en bas de l'écran dans Webex et pour ceux sur Facebook, un commentaire sous la vidéo en indiquant, si possible, à qui s'adresse votre question. Avant de commencer, nous voulions revenir très rapidement sur le formulaire d'inscription à l'événement. Nous nous attendions à recevoir des questions et commentaires concernant la section pour valider que vous n'êtes pas un robot qui permet de différencier un utilisateur humain d'un ordinateur. Normalement, ces systèmes sont automatisés. Vous n'avez simplement qu'à cocher et à soumettre le formulaire. Comme le webinaire était prévu aujourd'hui, le 1er avril, nous nous sommes dit qu'on pourrait vous jouer un tour. Nous avons donc créé un faux robot en ajoutant une étape optionnelle à l'inscription, celle de nous faire parvenir en fichier joint une photo d'un vêtement. On voulait démontrer que lorsque les gens remplissent des formulaires, ils le font rapidement sans se poser de questions. Bien que nous pensions que plusieurs personnes se questionnaient sur la raison de cette demande loufoque, nous n'avons reçu aucun courriel ni demande supplémentaire. Plusieurs nous disaient que personne ne se ferait prendre. Détrompez-vous, près de 60% des personnes nous ont envoyé une photo. La morale de l'histoire, toujours rester vigilant dans un contexte numérique et ce même si nous nous sentons en sécurité sur la dite plateforme. Maintenant, passons à la présentation principale, à la programmation principale, pardon. Je vous présente votre animateur, Christian Desilets, professeur spécialisé en publicité sociale au département d'information et de communication de la Faculté des lettres et sciences humaines de l'Université Laval. Pour lancer la discussion, Christian, qu'est-ce qui vous intéresse dans le phénomène de la désinformation? Christian, simplement ouvrez votre micro, s'il vous plaît. Voilà, je Merci. m'excuse, j'ai été obligé de prendre mon téléphone cellulaire puisque le système ne fonctionnait pas autrement. Alors moi, ce qui m'intéresse, c'est, entre autres choses, la propagande. J'ai étudié depuis plusieurs années la propagande des organisations, que ce soit celle d'entreprises privées, de mouvements sociaux ou même celle de l'État, du gouvernement, ministères et organisations, lorsqu'ils font la promotion de causes sociales. Et je viens du domaine du marketing et de la sociologie. Puis pour moi, la désinformation, c'était une occasion d'étendre mon champ d'investigation à la propagande quand elle est pratiquée à très grande échelle, mais par des individus avec ou sans affiliation, et particulièrement avec, en étudiant ce qu'on peut appeler les adeptes convaincus. Et donc, ça, c'est la première raison. Deuxième raison, je co-anime avec Nadia Nafi, qui est l'une des invitées aujourd'hui, un groupe de réflexion de professeurs de l'Université Laval, de toutes sortes de facultés, qui s'intéressent au phénomène de la désinformation. Et les invités aujourd'hui sont tous membres de ce groupe de réflexion. Alors, pour mettre la table, je vais essayer de vous offrir très brièvement des réponses là, à deux questions qu'on se pose souvent, soit à propos des informations, soit à propos de phénomènes autour de la désinformation. Vous montrer qu'on va essayer de vous montrer un peu qu'est-ce qui se passe, puis peut-être vous offrir aussi des éléments de réponse. Alors, la première question que les gens se posent souvent, c'est pourquoi est-ce qu'il y a autant d'incivilité sur Internet? La désinformation joue souvent sur des enjeux très chauds de société. Alors, les sociologues Raymond Boudon et Gérald Bronner, eux, distinguent deux types de croyances. Ils vont parler des croyances, je vais appeler ça, pour simplifier les choses, là, des croyances, on va dire objectives, ce qui relève du vrai et du faux, comme par exemple le Père Noël. Personne ne va déclarer une guerre parce qu'il va se sentir offensé parce qu'on a dit que le Père Noël n'existe pas. Bon, ça ne soulève pas d'émotion à ce point-là. Alors, ce sont les croyances objectives, eux parlent de croyances descriptives. Et puis, il y a les croyances subjectives qui relèvent du bon, du beau, du juste. C'est les croyances qu'on ne peut pas dire qu'elles sont vraies ou fausses. Eux, ils vont appeler ça les croyances normatives. Eh bien, Boudon et Bronner ont observé que deux individus qui ont des croyances normatives opposées, là, des croyances subjectives opposées, comme c'est souvent le cas en politique, ont tendance spontanément à se voir comme des ennemis, ce qui est souvent bien moins le cas de gens qui s'opposent sur des croyances là, dites plus objectives. Autrement dit, quand les gens s'opposent, en réalité, c'est bien moins souvent sur les faits que sur leurs valeurs. C'est des conflits de valeurs auxquels on assiste.
Et des faits, hein, il y en a à l'appel, on peut donc admettre, on peut laisser tomber certains faits sur lesquels on s'appuyait sans avoir le sentiment que, au fond, notre fond de croyance, lui, est attaqué. Donc, les faits, on peut sacrifier certains faits, mais moins facilement ses valeurs. Sur Internet, Facebook et Twitter, on le sait, là, sont des médias sociaux qui sont formatés pour être le terrain de jeu des croyances subjectives ou normatives. C'est justement là que les conflits là, de l'incivilité atteignent les plus hauts sommets. Alors, en apparence, autrement dit, ce qu'ils nous apprennent, c'est que les conflits sur les fake news sont peut-être beaucoup plus qu'on le croit, des conflits non pas sur le vrai et le faux, mais des conflits de valeurs, des conflits de croyances normative là, qui s'oppose fortement. Deuxième question qu'on se pose souvent, c'est comment expliquer qu'autant de gens pensent tout savoir d'un sujet à propos duquel ils ignoraient à peu près tout quelques jours ou même quelques semaines auparavant. On le voit souvent sur donc l'Internet. C'est notamment le cas souvent, nous dit-on, des conspirationnistes là, qui, l'espace d'une fin de semaine, ne sont plus reconnus par leurs proches. Alors, pour y répondre, je vais vous raconter l'histoire de MacArthur Wheeler. Le 19 avril 1995, à Pittsburgh, MacArthur Wheeler s'est aspergé le visage de jus de citron et il est allé dévaliser deux banques, l'une après l'autre, à visage découvert. Alors, malgré la présence de caméras et de témoins. Alors, sans surprise, les médias, avec l'aide de la police, ont diffusé les images de Wheeler au bulletin de 23 heures et il a été reconnu. Et en pleine nuit, la police est allée sortir de son lit, l'a coffré. Et pendant qu'il était menotté, MacArthur Wheeler était complètement incrédule. Il n'acceptait même pas l'idée qu'il puisse avoir été reconnu et arrêté. Et il continuait à répéter « the juice », c'est-à-dire le jus, le jus. Et même s'il était arrêté, il croyait encore que le jus de citron pouvait l'avoir rendu invisible. D'où venait cette croyance? C'est que quelques temps auparavant, je pense que c'est dans une émission de télévision, il avait appris le secret de l'encre sympathique, c'est-à-dire cette encre des premiers espions, c'est du jus de citron. Les enfants l'ont fait souvent quand ils étaient jeunes. Vous écrivez sur du papier avec du jus de citron. Quand ça sèche, ça devient invisible. Et si vous le chauffez à l'ampoule ou à la lueur d'une bougie, le texte réapparaît. Alors, fort de cette connaissance, il a théorisé que s'il s'aspergeait le visage de jus de citron, il serait invisible pour les caméras. Et malheureusement pour lui, il est passé de la théorie à la pratique avec les résultats que ça donne. Et donc, cette anecdote judiciaire a intéressé deux sociopsychologues, David Dunning de l'Université du Michigan et Justin Kruger de l'Université de New York, qui, eux, ont pris ça au sérieux, se sont demandé comment un individu qui a obtenu un résultat catastrophique sur la base d'un raisonnement qui est manifestement erroné, je pense que vous pouvez reconnaître beaucoup de choses que vous voyez sur Internet, comment ces gens-là peuvent persister dans cette voie-là contre toute évidence et malgré tous les ennuis que ça peut leur procurer. Alors, après avoir fouillé la question, ils ont recruté des volontaires pour participer à 4 séries de tests visant à déterminer leur capacité à estimer correctement leur niveau d'habileté. Puis le résultat les a absolument surpris, c'est-à-dire que les individus qui avaient obtenu le plus haut niveau de confiance là, dans les tests d'habileté en matière d'humour, de grammaire et de logique, là, le plus haut niveau de confiance, c'était aussi ceux qui en fait avaient obtenu objectivement les résultats les plus faibles, les scores les plus bas. Et Dunning et Kruger, à partir de là, ont produit un modèle d'apprentissage qu'ils ont publié dans la revue Psychology en 2009. Malheureusement, les problèmes techniques m'empêchent de vous montrer la fameuse courbe de Dunning-Kruger qui vous montre cet effet-là. Alors, il faut l'imaginer sur un cadran. Vous avez de haut en bas un axe qui part de la confiance. Alors, plus vous montez dans l'axe, plus vous êtes confiant. Et sur l'axe horizontal, c'est celui de la connaissance. Et ça va donc de celui qui ne connaît rien jusqu'au gourou. Et ce qu'ils sont aperçus, c'est que la tendance de l'être humain, c'est lorsqu'il découvre quelque chose de nouveau, il a tendance à surestimer très rapidement ses capacités à utiliser ces connaissances-là. C'est l'impression qu'on a enfin obtenu la clé universelle de la compréhension. Et donc, c'est très, très rapidement, donc, avec très, très peu de connaissances, on a tendance à avoir un très haut niveau de confiance. C'est ce qu'ils appellent le monde de la stupidité, de façon assez amusante. Alors, on atteint ce monde de la stupidité très rapidement, puis après ça,
c'est là où souvent les conspirationnistes restent bloqués. C'est-à-dire qu'ils vont continuer à investir beaucoup d'énergie dans leurs idées obsessives, mais en fait, ce n'est pas du temps de qualité. Alors, ce que la courbe montre, c'est que, puis les étudiants le voient très bien, et les professeurs aussi, quand on aborde un nouveau sujet, on est épaté par les nouvelles connaissances qui nous sont amenées, puis après ça, tranquillement, on commence à relativiser. Là, on peut parler de la pente socratique, c'est celui où on découvre finalement qu'on n'en sait pas tant que ça, et on devient beaucoup plus modeste. Puis l'expertise, après ça, se bâtit tranquillement, et c'est là qu'on dit qu'un expert, normalement, un expert, c'est quelqu'un qui est très confiant à propos de ce qu'il sait, mais il connaît également ses limites et il va essayer de ne jamais dépasser son domaine d'expertise. Alors, je termine là-dessus. C'est une vérité universelle, donc, que Socrate avait découvert il y a 2400 ans et que Darwin, plus près de nous, avait formulé avec une concision assez féroce. Il avait dit finalement que l'ignorance engendre plus souvent la confiance que la connaissance. Alors, voilà pour mettre la table. Maintenant, ce que je souhaiterais faire, c'est vous présenter nos invités, les uns après les autres, et à qui je vais poser la même question. Le premier invité, c'est Denis Jeffrey, qui est professeur titulaire au département d'études sur l'enseignement et l'apprentissage de la Faculté des sciences de l'éducation. Denis mène des recherches philosophiques et sociologiques, notamment sur l'éthique professionnelle, l'enseignement de l'éthique et les rites scolaires. Et en parallèle de ces recherches, il s'intéresse également depuis plusieurs années aux rites de passage et aux conduites à risque chez les jeunes. Alors, la question que je pose à notre invité, Denis, c'est, au fond, pourquoi vous vous intéressez à la désinformation? Oui, donc, pour commencer, je vous remercie énormément, Christian, de m'avoir invité à réfléchir avec vous sur un thème transversal, mais bien présent dans mon champ de recherche, évidemment. Vous savez, depuis le début de la pandémie, on a en effet constaté sur les réseaux sociaux la multiplication des faits alternatifs et des théories douteuses. Moi, je dirais que pour chaque avancée scientifique, là, on a, on a eu en contrepoint des expressions anti-intellectuelles, des commentaires personnels infondés, des expressions anti-intellectuelles, je veux dire des expressions émotives qui tiennent lieu de vérité, des théories non vérifiables, des rumeurs malveillantes, des raisonnements absurdes, enfin, il y a des messages de propagande et même des positions qui niaient, qui déniaient l'existence même du virus. Moi, ça m'a interpellé, ce qui m'a interpellé en premier chef là-dedans, c'est surtout la rivalité, je dirais, entre l'autorité des savoirs scientifiques et l'autorité de tous ces autres discours qu'à l'époque de Socrate, justement, comme vous disiez tout à l'heure, donc à l'époque de Socrate, on classait dans la catégorie des opinions qui n'était jamais très loin du mensonge. Donc, il y a vraiment une rivalité entre ces deux discours. Moi, c'est vraiment de ce côté que je me place pour réfléchir sur le phénomène de la désinformation. Mais par contre, je sais, c'est important de le dire, on ne peut négliger la valeur morale et existentielle de la désinformation, car elle fait autorité, à divers degrés, bien sûr, auprès d'un très large pan de la population. Alors, il y a lieu de se demander, mais pourquoi ce large pan de la population accorde sa confiance à l'autorité d'opinion mensongère plutôt qu'à l'autorité de savoir scientifique? Vous savez, nous, à l'université, ce que je dis, c'est un grand truisme, puis enfin, je me flatte un peu en le disant, ben, nous, à l'université, nous défendons nos savoirs scientifiques parce qu'ils sont démontrables, vérifiables et logiquement rigoureux par opposition aux opinions mensongères qui ressemblent, à bien des égards, là, à des discours de complaisance, hein, des discours de complaisance. À l'époque de Socrate, les sophistes étaient justement accusés de tenir des discours de complaisance. Mais un discours de complaisance, qu'est-ce donc? Qu'est-ce donc? Dans le mot complaisance, ben, vous avez déjà le mot plaire et vous avez le mot plaisir. Donc, il s'agit d'un discours qui cherche à plaire en faisant plaisir aux auditeurs. Donc, les sophistes autrefois disaient aux gens ce qu'ils voulaient entendre. Hein, ça va de soi. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, ben, les gens n'allaient pas vérifier si les sophistes disaient vrai ou faux. À partir du moment où leur discours possédait une certaine vraisemblance qui, je dirais, le rendait plausible, alors il était bien accueilli parce qu'il séduisait, parce qu'il plaisait.
La vraisemblance est ce qui paraît vrai sans qu'on ait à en vérifier l'exactitude. Donc, vous voilà mon hypothèse. Je vous arrête là-dessus, parce qu'on aura l'occasion d'en revenir. Donc, Mais attendez, je vais juste dire mes questions et mon hypothèse. C'est que les opinions, même mensongères, se présentent comme des réponses vraisemblables aux angoisses existentielles des individus, surtout en temps de pandémie, parce que les savoirs scientifiques et l'attitude scientifique ont plutôt, je dirais, pour effet d'augmenter et d'accentuer leurs angoisses. OK? Puis cela nous amène vraiment à deux questions. Vous voyez, les deux questions que je vais essayer de répondre tout à l'heure. La première question est celle-ci. L'autorité des opinions mensongères, de la désinformation et des fake news est-elle en train de justement de prendre le dessus sur l'autorité des savoirs produits par les scientifiques? Bon, moi je continue de penser que nos universités, là, vouées à l'avancement des connaissances, constituent l'effort intellectuel de l'humanité. Puis ainsi, à cet égard, je crois qu'il nous faut renforcer la confiance dans l'autorité des savoirs scientifiques pour contribuer à la lutte contre la désinformation. Puis ma seconde question, mais comment cela peut-il se faire? Ça, c'est vraiment la question. Donc, comment revaloriser la culture scientifique dans une société qui vit actuellement une des plus grandes pandémies à l'échelle de la planète? Voilà. je rassure les auditeurs, les chercheurs adorent poser des questions pertinentes, mais vous verrez aussi, on aime bien aussi apporter des éléments de réponse. Alors, on écoutera les éléments de réponse de Neil Jeffrey tout à l'heure. Je me tourne maintenant vers notre deuxième invité. Il s'agit d'Ève Dubé. Ève Dubé est professeure invitée au département d'anthropologie de la Faculté des sciences sociales. Elle est anthropologue et chercheuse au Centre de recherche du CHU de Québec et à l'Institut national de santé publique du Québec. Alors, son programme de recherche porte surtout sur les déterminants psychosociaux et culturels de la vaccination. Elle a mené plusieurs recherches au Québec, au Canada et ailleurs dans le monde pour comprendre pourquoi les parents hésitent à faire vacciner leurs enfants et pourquoi certains professionnels de la santé entretiennent des doutes sur la vaccination. Donc, elle a un champ d'expertise particulièrement pertinent en ces temps de COVID. Alors, je poserai à vous aussi, Ève, la même question. Pourquoi vous intéressez-vous à la désinformation? Merci. D'abord, merci de m'avoir invité à ce webinaire. Faites-moi simple, j'ai peur d'avoir des problèmes avec ma bande passante d'Internet. Donc, si je coupe beaucoup, faites-moi des grands signes, puis je verrai pour des solutions alternatives. Donc, la désinformation comme anthropologue, c'est une question qui m'intéresse même avant la pandémie. Comme disait Denis, qu'est-ce qui va faire en sorte qu'une personne va adhérer ou va faire confiance à des informations qui relèvent, qui sont hors du consensus scientifique, mais aussi l'impact de la désinformation, non pas tant en essayant de distinguer ce qui est vrai, ce qui est faux, mais l'impact de la polarisation accrue dans nos sociétés, des enjeux de cohésion sociale. On le voit avec la pandémie, l'adhésion très forte de certaines personnes à des théories qui sont en dehors du consensus scientifique a des impacts réels sur le tissu social. Là, il y a des conflits dans la famille, mais il y a aussi tout un discours qui entoure ça, puis qui fait en sorte que plutôt que les Québécoises se sentent tous dans le même bateau face à un virus qui nous menace nos santé et notre vie, on se scanne et on argumente plutôt que d'essayer de trouver une solution ou de se rallier à des buts communs. Donc, c'est vraiment une question qui me préoccupe. Puis évidemment, en lien avec la vaccination, il y a tout un champ de recherche, puis on aura le temps d'y revenir plus tard dans le webinaire. Comme chercheuse appliquée en santé publique, une autre question que je trouve cruciale quand on parle de désinformation, c'est qu'est-ce qui va faire le passage entre voir de la désinformation et changer nos comportements. Je pense, Christian, vous l'avez bien dit en intro, avec l'anecdote qui est amusante, mais quand même qui peut être préoccupante d'un point de vue scientifique, mais qu'est-ce qui va faire en sorte qu'on va choisir de se traiter nous-mêmes avec des médicaments qui ne sont pas reconnus, qu'on va refuser de faire vacciner nos enfants, qu'on va aller brûler une tour de communication 5G parce qu'on pense que c'est ça qui a causé la pandémie, mais aussi qu'on va avoir un discours haineux envers une personne d'origine asiatique parce qu'on
on considère que ce sont elles qui ont amené la pandémie. Tu sais, ça, c'est des conséquences bien réelles de la désinformation. Puis je pense que comme chercheur, on doit s'y intéresser. Donc, D'accord. voilà. Merci, Ève. On va revenir à Ève tout à l'heure. Je vais maintenant me tourner vers notre troisième invité. Il s'agit de Nadia Nafi. Elle est professeure adjointe au département d'études sur l'enseignement et l'apprentissage de la Faculté des sciences de l'éducation. Elle est titulaire de la recherche de leadership en enseignement sur les pratiques pédagogiques innovantes en contexte numérique, où elle s'intéresse aussi au développement des compétences pour l'avenir du travail. Nadia est affiliée à de nombreux centres de recherche ainsi qu'à l'Observatoire international sur les impacts sociétaux de l'intelligence artificielle et du numérique. Alors, même question, Nadia Nafi, qu'est-ce qui vous intéresse exactement dans la désinformation? Bonjour tout le monde. Merci Christian pour l'invitation. Donc, ce qui m'intéresse dans le phénomène de la désinformation, c'est surtout comment la contrer. Je viens du Liban et j'ai grandi avec la manipulation de l'information par les différents partis politiques, un des facteurs qui ont mené à nos guerres civiles. Alors, j'ai grandi avec les conséquences de la désinformation. Je connais par expérience le sérieux de la menace qu'elle pose, mais aujourd'hui, elle est supportée par l'utilisation non éthique de l'intelligence artificielle et de la facilité de devenir virale à travers les médias sociaux et par suite, sa menace est devenue encore plus grande. En 2015, je me suis penchée sur la désinformation dans le contexte de la crise des réfugiés syriens. Lors de la crise des réfugiés, la propagande en ligne contre leur arrivée influençait comment les sociétés d'accueil les percevaient. Ajoutons à ceci les attaques terroristes qui se sont passées durant la même période et soudain, la crise du terrorisme et la crise des réfugiés sont devenues inséparables dans l'esprit de beaucoup de gens. Les Syriens sont devenus des violeurs terroristes et puis ça s'est généralisé aux musulmans et puis on a eu notre fameux exemple avec Alexandre Bissonnette qui a justifié la tuerie de masse par le fait qu'il voulait absolument protéger sa famille des musulmans. Donc, ma recherche doctorale s'est penchée sur ce contexte-là, comment développer un mécanisme d'autodéfense chez nos jeunes des sociétés d'accueil entre 18 et 24 ans, une autodéfense contre les messages haineux, les histoires déformées, politisées, partagées en ligne, mais aussi comment développer leur agentivité numérique. Le projet a abouti à un modèle qui est le préparer à vous à agir contre la propagande sur les médias sociaux, qui explique aux différents contextes éducatifs comment aider les jeunes à résister aux manipulations, à lutter activement contre le racisme en ligne, les discours de haine, la cyberintimidation. Et là, on passe à une nouvelle génération de désinformation avec les médias synthétiques qui peuvent bouleverser encore plus tous nos repères. Le dividende du menteur devient de plus en plus puissant. Donc, on doit absolument immuniser nos sociétés. Merci. Nadia, vaste programme, effectivement. On va se tourner enfin vers notre quatrième invité, Sébastien Tremblay. Sébastien est professeur à l'École de psychologie de la Faculté des sciences sociales. Il est le directeur du laboratoire CodeDot. Son programme de recherche porte principalement sur les enjeux de la cognition dans le but de maximiser la performance humaine et le bien-être dans une variété de domaines qui vont de la sécurité publique au transport et au divertissement. Et il est titulaire d'un doctorat en psychologie cognitive de l'Université de Cardiff. Alors, Sébastien, même question. Qu'est-ce qui vous amène à vous intéresser à la désinformation? Merci, Christian. Bonjour à tout le monde. Ça me fait plaisir d'être parmi vous. Alors, qu'est-ce qui m'intéresse, je dirais, à la question de la désinformation, c'est selon la perspective, en lien avec ma formation de la psychologie cognitive, celle de l'intelligence humaine. Donc, avant tout, je dirais que je m'intéresse au traitement de l'information. L'humain, malheureusement, on est limité dans notre capacité à gérer la surabondance d'informations, puis surtout aussi la complexité de l'information. On a une capacité qui est limitée à distinguer qu'est-ce qui est vrai, moins vrai, qu'est-ce qui est faux. Puis ça nous rend très vulnérables à la désinformation. Donc, on sait, l'information évolue super rapidement, puis de nos jours, de plus en plus d'informations est disponible sur toutes sortes de sources médiatiques et autres. Et donc, elle évolue peut-être même trop rapidement pour notre capacité à l'analyser, à bien la comprendre. Et de façon un peu automatique, tout individu, avec ou sans mauvaises intentions,
on est limité dans notre façon de gérer cette information. On utilise des raccourcis cognitifs, par exemple. On va réduire l'information pour mieux la retenir. Et encore là, mais tout ça nous rend vraiment vulnérables. Donc, je m'intéresse, je dirais, avant tout à nous tous qui sommes submergés d'informations, qui avons cette capacité malheureusement limitée à la traiter, à bien la traiter, et puis que ça nous rend éventuellement tous potentiellement des gens qui peuvent propager l'information non optimale, disons. Fait que c'est de ce point de vue vraiment que je dirais depuis récemment que je m'intéresse beaucoup au phénomène de désinformation. Merci, Denis. Alors, ça va nous permettre de passer maintenant vraiment dans le vif du sujet. Alors, on a 4 blocs thématiques. Et pour chaque bloc thématique, une question va être adressée à un de nos invités. Et pour une réponse, on va viser autour de 2 minutes. Puis après ça, les autres panélistes vont pouvoir échanger et intervenir comme ils voudront. Alors, le premier bloc porte sur la problématisation, la définition du problème. De quoi parle-t-on quand on parle de désinformation? Et la question que je fais poser à Denis, en fait, il y a 2 questions. On voudrait savoir si l'accroissement de l'information entraîne un accroissement des connaissances, fatalement. Est-ce que ça entraîne aussi un intérêt plus grand pour les connaissances? Et subsidiairement, est-ce qu'on est vraiment capable de supporter une très grande dose de vérité? Je pense qu'il faut ouvrir le micro, Denis. Voilà, désolé. Donc, Christian, je disais que c'était 2 grandes questions, 2 questions immenses. Donc, je vais entamer un peu la réponse à ces questions sans évidemment pouvoir l'aborder en 2 minutes. Puis, pour pouvoir le faire en 2 minutes, j'ai écrit quelques idées sur un texte. J'ai su mon texte, sinon je vais déborder trop mon temps. Donc, tu comprends. Donc, moi, je pense qu'on peut essayer de répondre à ces 2 questions en s'intéressant à la réception par la population des savoirs scientifiques, OK? Parce que je me demande pourquoi les savoirs scientifiques ne font presque plus autorité à côté de d'autres savoirs. Donc, j'ai eu vraiment le sentiment, en lisant, je dirais, des centaines et des centaines de commentaires sur les réseaux sociaux, qu'une majorité d'individus, puis j'ai inclus là-dedans des journalistes, beaucoup de journalistes, ne savent pas que les recherches scientifiques sont des pratiques sociales, OK? Des pratiques sociales qui consistent essentiellement en 2 types d'activités. OK? Le premier type d'activité, c'est la production des savoirs. Donc, les recherches scientifiques ont leur méthode, leur démarche pour expérimenter, pour colliger des données, pour les analyser, les interpréter, puis pour les valider. Donc, la première, moi, je dirais, c'est une... Pour ce qui est de la production des savoirs, une partie de la validité des savoirs relève de la qualité, tu vois, de toutes ces démarches. C'est la qualité des techniques de production de savoir. Mais aussi, il y a une autre activité de savoir qui est très importante qu'on appelle la validation des savoirs. Parce qu'une fois qu'on a des résultats de recherche, évidemment, il faut les faire évaluer par les pairs et cela va se faire lors de publications, lors de colloques, lors de débats entre chercheurs. L'évaluation qui confirme ou infirme là, la valeur ou la validité d'une production de recherche est aussi une activité sociale. À ce sujet, la population là, voit rarement ce qui se passe dans nos bureaux et dans nos laboratoires. Ne voit pas vraiment comment se déroulent les activités de recherche. Or, durant la pandémie, OK, la population a bien vu à la télévision puis dans les médias sociaux, OK, que les scientifiques discutent et débattent entre eux, qui ne s'entendent pas, qui échangent des points de vue contradictoires, qu'ils doutent même de leurs propres recherches, qu'ils disent que leurs résultats sont préliminaires ou bien encore qu'ils doivent poursuivre d'autres recherches parce qu'ils sont insatisfaits de leurs propres résultats. Tu vois? Et toutes ces activités sociales sont nécessaires pour évaluer les savoirs scientifiques. Moi, j'ai lu des textes des journalistes qui disaient, des journalistes de nos principaux journaux nationaux, là, qui disaient qu'ils s'étonnaient de tant de bruit de la part des chercheurs. Tu sais, les chercheurs font du bruit. Ils s'étonnaient que les activités de recherche étaient des activités sociales. Et dans le discours populaire, souvent relayé par les journalistes, on parle de la science avec le grand S. On écrit que la science a découvert le vaccin ou que les avancées de la science sont prodigieuses en santé. Donc, on parle de la science comme s'il n'y avait pas de chercheurs, comme si la production des savoirs scientifiques n'était pas une activité sociale. Lorsque la population voit en direct que les chercheurs
ne s'entendent pas entre eux. Alors, c'est la déception pour eux, car ils ont une conception mais hyper idéalisée des activités scientifiques. Puis ils se disent, ben, comment peut-on leur faire confiance? Un jour, ils disent que le vaccin AstraZeneca est efficace pour tous, l'autre jour, il l'est moins. Même chose pour le confinement. Un jour, on confine, un jour, on déconfine. Donc, pour un grand pan de la population, si vous me permettez, les logiques des activités scientifiques ben, produisent chez eux, je dirais, de l'angoisse, alors que cette même population cherche plutôt des explications rassurantes, des explications, je veux dire, sûres. Ils cherchent des vérités qui vont pouvoir leur servir de baume sur leurs propres angoisses existentielles. Et angoisse, évidemment, parce que c'est le risque de vie, le risque de mort pendant les pandémies, alors que le discours scientifique ne leur promet aucune certitude, mais il y a d'autres discours à côté qui leur promettent des certitudes. OK? Mais donc, mais moi, ce que j'aimerais savoir de la part des autres panélistes, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire qu'il faut contrôler le message, qu'il ne faut pas tout dire aux gens et qu'il faut formater l'information? Qu'est-ce que vous en pensez? Personne ne se lance. Je trouve intéressant la question parce qu'il y a évidemment, c'est pas nouveau, ça a toujours été. C'est sûr qu'actuellement, il y a un intérêt médiatique. Tu sais, tous les yeux sont rivés sur la science, le développement de la science. Tout se passe dans l'œil du public, ce qui n'était pas le cas habituellement ou auparavant ou autant que ça sur un sujet aussi particulier. Il faut toujours se méfier des gens qui ont des certitudes et des vérités, je dirais. Mais je pense aussi que comme scientifique, il y a un rôle de communication. Puis c'est pas toujours donné à tous de bien communiquer ses recherches, bien exposer à un journaliste les limites, mais aussi l'état des connaissances, le consensus. Et donc, ben, ça fait des situations là, comme celle que l'on vit aujourd'hui où il y a, en plus de la pandémie, il y a une infodémie, donc une épidémie d'information qui génère beaucoup de confusion là, dans la population. On peut se demander aussi il ne faut pas accabler les journalistes, mais on peut se demander si les journalistes aussi n'ont pas éduqué la population à toujours se demander si on nous dit la vérité et toujours présumer que ce qu'on nous dit n'est pas ce qui est plus intéressant. Ce qui est plus intéressant, c'est ce qu'on nous cache. Donc, il y a peut-être aussi une éducation, un effet pervers du journalisme à cet effet-là. Bien, écoutez, à ce moment-là, oui? Est-ce que je peux intervenir rapidement? Oui, Nadia, oui, allez-y. Oui, juste pour dire que le grand public n'est pas juste en train de suivre les scientifiques en ligne, ils sont en train de suivre des influenceurs, parce qu'aujourd'hui, tout le monde peut créer du contenu en ligne. Et puis, notre challenge, notre vrai défi, c'est vraiment qui éduquer pour savoir qui suivre, comment filtrer l'information, d'où chercher l'information, parce que là, on est bombardé par du contenu, pas juste des scientifiques, et puis la voix des personnes qui sont en train de partager, propagander la désinformation, elle est beaucoup plus élevée que la voix des scientifiques et puis d'autres personnes qui ont des faits. Donc là, ça c'est vraiment un très, très grand défi. Ouais. Puis là-dessus, moi, je dirais aussi, c'est que la logique des scientifiques est une logique de l'incertitude et du doute. Hein. C'est vraiment la logique qui nous anime. Alors que beaucoup de gens, dans une période d'incertitude, comme en période de pandémie, mais ils cherchent vraiment des logiques rassurantes. Ils cherchent vraiment des savoirs qui ont une certaine crédibilité, mais qu'ils ne retrouvent pas dans le monde du savoir scientifique. Donc, c'est un des grands problèmes. Moi, je dirais qu'en temps de pandémie, on doit quasiment accepter que l'idée que la pulsion de croire prend le dessus sur la pulsion du doute, parce que le doute est vraiment la base même, tu sais, de l'activité scientifique. Donc, il faut accepter ça, puis voir comment après on va gérer ça. Parce que si on ne l'accepte pas et qu'on produit sans arrêt de l'incertitude auprès du public, ben, ils vont aller, à mon avis, ben, du côté des certitudes. Puis le côté des certitudes, ben, c'est les savoirs religieux, c'est les savoirs complotistes, c'est les savoirs nihilistes, c'est d'autres types de savoirs. Mais on est vraiment mais on est vraiment à ce moment-là à côté de la culture scientifique qui est celle que l'on défend ici. Alors, un dernier
Un dernier commentaire. Le 30 mars, il y avait un très beau webinaire organisé par le scientifique en chef concernant aussi la désinformation. Et puis, un des invités était un YouTuber qui parlait de la génération, comme c'est un jeune qui parlait de sa génération et puis comment en premier lieu, c'est vraiment l'information qui est partagée sur les médias sociaux. Et puis, il y a un groupe qui part, une fois qu'il retrouve l'information, qui est intéressé d'aller valider cette information-là. Et puis là, il part vers des ressources qui sont plus fiables. Et puis, il regarde les recherches scientifiques. Mais comme premier niveau, c'est ce qui est partagé par Monsieur Tout-le-Monde et puis les influenceurs, etc. Et puis, c'est vraiment un groupe qui part pour aller plus loin. Mais la majorité, c'est vraiment ce premier niveau de partage de contenu qui est en ligne. Donc, on doit, comme scientifique, je crois, arriver à avoir notre message encore plus proche de la population, du grand public. Et puis, c'est là où on parle de la vulgarisation de nos recherches et puis vraiment parler le langage qui va comme être comment dirais-je, parler aux gens. C'est ça. On va aborder l'éléphant dans la pièce, donc la COVID, et je vais demander, en fait, le prochain bloc porte sur la contextualisation. On va parler d'un cas concret de désinformation, la désinformation au temps de la COVID. La question va s'adresser à Ève. J'aimerais, Ève, avoir votre point de vue sur cette question. Quel est le rôle joué par la désinformation sur la réticence au vaccin actuellement? Est-ce que ça a un impact? La réponse est oui. Il y a des recherches qui ont été faites avant la pandémie qui ont montré que de naviguer sur un site qui était très critique par rapport au vaccin, seulement 5 minutes avait un impact négatif sur l'intention d'être vacciné et même sur la vaccination subséquente. Donc, le fait d'être en contact avec l'information fausse ou voire mensongère là, sur la vaccination a un impact réel sur les comportements. Cela étant dit, je pense que ce serait un peu réducteur de considérer que seule l'information joue un rôle. On sait que les décisions de vaccination, comme l'adoption de plein de comportements de santé, c'est beaucoup plus complexe, puis ça inclut des facteurs comme ce que les autres personnes autour de nous font et disent, la confiance que l'on accorde au système de santé, à notre médecin de famille, à l'infirmière, l'expérience antérieure qu'on a eue avec les services de santé. Tout ça va jouer un rôle sur nos décisions de vaccination. Puis, à la limite, ce que je retrouve dans mes travaux, c'est que les gens les plus confiants envers les vaccins sont ceux qui s'informent le moins, qui posent le moins de questions et parfois qui ont le moins de connaissances. Donc, il y a un phénomène qu'on appelle l'hésitation à la vaccination qui fait en sorte que, dans le fond, plus on a de doutes, plus on a d'incertitudes, plus on va chercher de l'information, plus nos connaissances vont augmenter, mais ça ne va pas nécessairement venir avec des décisions positives. Donc, il y a certainement un rôle de la désinformation. Puis, ce que l'on voit, ce que l'on reconnaît aussi, et puis il y a des études récentes qui l'ont démontré, c'est qu'il y a des acteurs qui ont un intérêt, entre autres un intérêt financier, à faire la propagation de fausses informations sur les vaccins. Donc, il y a une étude sur Facebook là, récente faite par le Conseil sur la prévention de la haine en ligne qui a démontré que c'était 12 à 13 comptes qui produisaient 75% de la désinformation sur les vaccins. Et ces gens-là, ou ces comptes-là, ce sont des comptes qui sont liés à des organismes ou des entreprises qui veulent vendre des produits naturels pour remplacer les vaccins, des livres, des conférences. Donc, il y a une motivation là, derrière la propagation de fausses informations, puis ça a un impact réel. Cela étant dit, je pense que c'est normal et sain et attendu dans le contexte actuel d'avoir des questions sur les vaccins parce qu'il y a vraiment beaucoup d'informations puis c'est compliqué. Il faut juste distinguer, se poser des questions, avoir certains doutes, vouloir prendre une décision la plus éclairée possible de faire la propagation de théories du complot là, en lien avec les vaccins. Puis évidemment, avec la pandémie, il y a comme une synergie des mouvements négationnistes, entre guillemets, de la pandémie et du mouvement anti-vaccin qui était là. Puis les deux mouvements se sont alimentés là, pour générer encore plus de contenu.
Il vaudrait peut-être la peine qu'on donne une définition là, de la désinformation. Je vais en donner une très simple là, pour être sûr qu'on parle tous de la même chose. L'Office de la québécois de la langue française, pour ne pas aller dans une définition trop savante, parle c'est une information erronée ou déformant la réalité qui est transmise au moyen de médias de masse ou des médias sociaux dans le but de manipuler l'opinion publique. Donc, Ève, si je vous comprends bien, la question s'adresse aux autres, là. Quand on parle de désinformation, à ce moment-là, on parle toujours d'information malicieuse, de désinformation, c'est malicieux. Il y a vraiment une intention de manipuler l'opinion publique. Donc, il y a la désinformation, puis il y a les mésinformés ou les désinformés. Ce n'est pas la même dynamique. Non, exactement. Puis, tu sais, ce qu'on voit, c'est que les gens qui veulent faire, entre autres pour les vaccins, les gens qui veulent faire de la désinformation sur la vaccination vont parfois récupérer certains discours de personnes qui ont vécu, par exemple, une expérience qu'ils jugent associée au vaccin dramatique, qui vont faire un témoignage de leur vécu. Et là, ça va être récupéré pour faire un peu de la propagande contre les vaccins, entre guillemets. Oui? Oui, si je peux intervenir rapidement. Moi, ce que j'ai vu sur les médias sociaux, et puis je reviens à ce que tu disais, Ève, c'est comme si on travaille, les personnes qui veulent vraiment faire la propagande de la désinformation, ils travaillent sur la peur, l'incertitude, la crise de confiance. Et puis là, on a vu avec la dernière nouvelle concernant l'un des vaccins qui cause le problème de coagulation de sang, comme les commentaires étaient OK, mais si les scientifiques ne sont pas, comme Jeffrey disait, comme Denis disait, ils ne sont pas confiants à des résultats, pourquoi moi je vais être le cobaye? Pourquoi? Donc, c'est comme ils alimentent ces réflexions-là et puis ils se basent sur ces réflexions-là pour aller faire plus de propagande contre la vaccination. Donc, c'est vraiment comme ils sont là, ils sont attentionnés aux réactions des gens et puis ils bâtissent la désinformation à partir de ça. Si je peux ajouter, Oui. Christian, en lien avec, tu as ressorti la définition là, de désinformation, mais il ne faut pas oublier que si on prend l'être humain qui consomme de l'information, pour lui, il ne sait pas là, si c'est de la désinformation ou pas, c'est de l'information. C'est ça qui rend la situation difficile. Comment nous pouvons filtrer ce qui est de la science, de la pseudo-science, que de l'information erronée ou avec mauvaise intention, là. Et on peut peut-être compliquer le portrait en disant, oui, il y a parfois des erreurs de la pensée, la difficulté à traiter de l'information complexe, comme tu le soulignais, Sébastien, mais il y a aussi une indifférence parfois aux faits. C'est-à-dire souvent, quand on fait l'étude des discours sur Internet, où il est question des informations, les gens à qui on dit, voilà, cette information sur laquelle vous vous basez, ce fait n'existe pas, c'est complètement faux. Et souvent, les gens ont dit, oui, mais ça aurait pu être vrai, ou en tout cas, ça ne me surprendrait pas si c'était vrai, mais c'est pas grave, ça ne change pas leur opinion. Donc, non seulement il y a une difficulté à comprendre l'information complexe, mais parfois on se demande aussi s'il n'y a pas aussi une indifférence à l'information quand elle ne colle pas à notre vision de la réalité. Si je peux me permettre aussi, pour continuer dans le giron de mon collègue, je pense qu'on ne peut vraiment pas disqualifier ce qu'on appelle la désinformation, qui est du savoir, qui sont des connaissances qui répondent à un certain nombre de questions et d'attentes morales, existentielles, sociales et politiques. Les gens se posent des questions, ils vont sur les sites Internet, puis ils trouvent des réponses qui sont vraisemblables. Et donc, ils se disent, bon, c'est vraisemblable. Puis quand on est dans le vraisemblable, comme je le disais tout à l'heure, à l'époque des sophistes, on ne veut pas vérifier si c'est vrai ou faux. Ça touche plutôt à un sentiment de préférence, hein. C'est quelque chose qui est de l'ordre de la croyance, qui est de l'ordre de la valeur. On y adhère parce que ça fait du bien, ça répond surtout à des questions existentielles, avoir des vérités qui sont certaines, qui ont une certaine certitude. Mais mon Dieu, que c'est désangoissant dans une époque où on vit beaucoup d'angoisse. Puis voyez-vous, on retourne en confinement, là. Tout le monde autour de moi depuis hier retourne dans une angoisse majeure. Tout le monde était comme ça. Oh non, c'est pas possible. Puis cet état d'angoisse, ben c'est dans cet état d'angoisse qu'on cherche des réponses, mais on ne les trouve pas nécessairement dans le savoir scientifique, parce que le savoir scientifique
ne posent pas ce type de questions et ne cherchent pas nécessairement à répondre à ce type de questions. Donc, ils vont aller le chercher ailleurs, dans un discours complotiste, un discours religieux, un discours nihiliste. Les discours nihilistes sont très importants. Les discours nihilistes, par exemple, sont les discours millénaristes. On arrive à la fin d'un cycle, on arrive à la fin de quelque chose. Et avec ça, il y a les discours survivalistes qui disent, oui, on arrive à la fin de quelque chose et je vais vous dire comment passer à travers. Donc, vous voyez, c'est des grands discours qui sont là et qui sont aussi importants que les discours scientifiques. Il faut les prendre très, très au sérieux. On ne pourrait pas leur enlever une légitimité parce qu'on passerait à côté de quelque chose. Il nous manquerait une compréhension, nous, pour avoir après accès à des personnes à qui on veut s'adresser. Ça, c'est très important. On va rajouter une couche d'angoisse. On peut dire, on peut avoir le sentiment qu'on arrive à la fin de quelque chose, à la fin d'une civilisation et tout, mais on peut aussi être à l'aube de quelque chose d'autre. Pour rajouter une couche d'angoisse, je vais poser une question. On va aborder la question du futur de la désinformation et la question s'adresse à Nadia. Est-ce que la désinformation va muter comme les virus? À quel variant de désinformation est-ce qu'on doit s'attendre dans le futur? Absolument. Écoute, une fausse nouvelle partagée, que ce soit sur les médias sociaux ou bien à travers des applications WhatsApp ou autres, devient vite virale et peut influencer un grand nombre d'utilisateurs. Mais non seulement elle est partagée, elle est interprétée différemment par les personnes qui la reçoivent et puis qui peuvent facilement, à partir de leur compréhension, leur intention, modifier l'info et puis son contexte avant de la repartager. Donc, les mutations de la désinformation sont générées à partir du contact avec l'humain et ses interprétations et intentions. Mais aussi quand la désinformation est alimentée par des utilisations non éthiques des médias numériques, des données massives, de l'intelligence artificielle, elle devient encore plus dangereuse, plus infectueuse, donc sa propagande beaucoup plus difficile à contrôler. Et puis c'est le phénomène de l'hypertrucage ou deepfake, donc c'est deep learning et puis fake ou bien fake news, qui est une forme de désinformation qui utilise des algorithmes d'apprentissage automatique pour créer des enregistrements audio et vidéo de personnes réelles prononçant, exécutant des choses qu'elles n'ont jamais dites ou faites. Et ces deepfakes sont en train de devenir rapidement impossibles à distinguer de la réalité. On parle aussi du deepfake, donc avec des applications accessibles à tous sur nos téléphones. Donc aujourd'hui, tout le monde peut créer ses propres fausses nouvelles et les diffuser. Il y a Nina Ashik, qui est conseillère, qui travaille avec des gouvernements sur des projets couvrant la cybersécurité et les médias synthétiques, qui dit, elle nous avertit de l'imminence d'une infocalypse. Donc la propagande des deepfakes en ligne constitue une vraie menace à nos sociétés où nous n'avons pas encore des interventions qui ont réussi à les arrêter, que ce soit technologique, juridique, de sensibilisation ou autre. D'où vient l'importance de l'agentivité numérique à l'échelle sociétale pour contrecarrer cette variante de la désinformation. Et donc, vous parlez d'hypertrucage, et donc on a l'impression qu'on est le chien qui court toujours après sa queue. Mais il y a quand même un phénomène d'éducation, c'est-à-dire les gens, tranquillement, s'habituent et commencent à apprendre à reconnaître des sources fiables et tout. Est-ce que l'hypertrucage, est-ce que les gens sont déjà un peu sensibilisés à ça, ou s'ils voient une vidéo du premier ministre en train de faire quelque chose de complètement disgracieux, est-ce qu'ils vont avoir spontanément tendance à croire qu'ils ont découvert une pépite d'or et que, voilà, le premier ministre a été pris en flagrant délit de quelque chose? C'est ça le danger, c'est que si on n'est pas critique de ce qu'on est en train de voir, c'est très facile de croire parce qu'il n'y a pas vraiment comment on va pouvoir détecter. C'est tellement réel que si on ne se pose pas la question, on pourrait facilement y croire. Et puis, il y a eu par exemple la reine d'Angleterre pour faire de la sensibilisation. Elle a fait un deepfake durant le Nouvel An. Et puis, il y a autre aussi des personnes qui sont connues, comme par exemple même le président de la France qui a fait aussi président Macron, qui a fait un deepfake pour sensibiliser les gens. Mais il y a dans le message des activités, des gestes qui font en sorte qu'on va reconnaître que c'est un deepfake. Mais les deepfakes qui sont créés pour la désinformation, c'est vraiment hyper difficile à détecter. Et puis, on essaie de détecter ça avec la technologie, mais on voit que la technologie de détection à travers l'intelligence artificielle, elle est en retard à comparer à la technologie qui est en train de créer ces deepfakes-là et puis qui deviennent de plus en plus
comment dirais-je, sophistiquées. Et puis, de plus en plus, on a des applications sur nos portables, sur nos téléphones qui aussi deviennent de plus en plus sophistiquées. Donc là, sérieusement, il y a eu un deepfake de Tom Cruise qu'on ne pouvait même pas reconnaître. Il était en train de jouer au golf. Et puis, est-ce que c'est lui? C'est pas lui? C'était très difficile à reconnaître que c'était un deepfake. Donc, il y a plein d'exemples qui sortent maintenant pour sensibiliser les gens. Mais quand on parle d'une menace comme, par exemple, la COVID, on a tendance, comme disait Sébastien avant, comme comment on va croire, qu'est-ce qu'on va croire, comment on va filtrer ceci, pourquoi on va croire. Donc, ces tendances-là, c'est sur lesquelles jouent les personnes qui sont en train de faire la propagande de la désinformation à travers les deepfakes et les utiliser pour ces raisons malveillantes. Je vais poser une question à Eve Dubé qui étudie là, la désinformation par rapport à la COVID. La désinformation, on l'a vu, utilise les médias sociaux notamment, donc on utilise la technologie, les hyper-trucages et la technologie. On sait que les générations ne sont pas égales par rapport à la technologie. Alors, question que j'aimerais savoir, que vous posez en fait à Eve, est-ce qu'en matière de désinformation, toutes les générations sont également susceptibles de se faire attraper? C'est une excellente question. Ce que l'on observe, là, nous, dans nos études, c'est qu'il y a un phénomène d'âge. Donc, les personnes plus âgées sont plus susceptibles de croire des fausses informations en lien avec la COVID. Cela étant dit, on mesure quand même l'adhésion à certaines théories du complot. Et là, c'est plutôt l'inverse. Donc, c'est plus les jeunes générations qui vont croire à des théories du complot. Donc, je dirais que possiblement que la littératie numérique est plus faible chez les groupes plus âgés, puis ont plus tendance à voir quelque chose en ligne et à croire que c'est vrai puisque c'est en ligne. Les plus jeunes sont plus sensibilisés au trucage, puis qui est possible en ligne. Par contre, ça ne veut pas dire qu'ils sont fermés ou pas susceptibles de croire à certaines théories du complot. Ça va nous permettre d'aborder le quatrième bloc, celui des solutions. Alors, comment combattre la désinformation? La question, cette fois, va être posée à Sébastien. La question est la suivante. Comment la recherche peut-elle contribuer au combat contre la désinformation? Je dirais, je vais tenter d'être un peu moins pessimiste que certains échanges qu'on a eus. Je dirais que la recherche pour les solutions, je la catégoriserais en trois types de solutions. Une première, c'est tout ce qui est éducation, sensibilisation, bien informé. Je regardais un exemple qui est intéressant. Il y a des décrypteurs de Radio-Canada. Bon, il y a des belles initiatives pour essayer de sensibiliser puis d'informer par rapport à la présence de la désinformation et son impact. La deuxième catégorie, je dirais, c'est développement de compétences. Hein, je parlais au départ d'un consommateur averti de l'information. Essayer de voir quelles sont les compétences qui nous rendent peut-être moins vulnérables à la désinformation, à pouvoir distinguer. Donc, pensée complexe, pensée analytique, le regard critique. Puis au-delà de la sensibilisation, l'aspect prise de conscience. Donc, dans certaines recherches, on va utiliser des simulations un peu ludiques pour essayer de confronter les gens à l'impact d'une désinformation. Et puis, lors d'un debriefing, de voir avec eux qu'ils puissent être témoins d'avoir été un peu attrapés par la désinformation relativement facilement, puis quel a été l'impact sur leur prise de décision dans une simulation. Fait que ça, c'est un point intéressant qu'on commence. Le dernier point, c'est ce que je dirais qui est l'aspect de détection. Et puis, on parle depuis le début un peu négativement de l'aspect intelligence artificielle. Mais je dirais que, il y a peut-être 10 ans, on parlait beaucoup de la course entre le virus informatique et l'antivirus. Mais là, c'est un peu ça. Il y a de l'intelligence artificielle qui est malheureusement utilisée à des mauvaises intentions pour truquer. Mais il y a de plus en plus de recherches très efficaces de solutions pour détecter les trucages avec l'intelligence artificielle. Je regardais juste dans Google là, tout un répertoire de photos qui ont été identifiées comme étant truquées. Des photos, par exemple, de situations suite à des catastrophes comme les ouragans,
qui sont les mêmes qui circulent depuis 2014, et là, Google les a reconnus comme étant des fakes. Donc, vous voyez, il y a une avancée. Mais pour conclure là-dessus, puis là, ben, écoutez, je fais un peu une promotion de nos travaux puis de notre vision, mais c'est la combinaison vraiment entre l'intelligence artificielle, oui, mais l'intelligence humaine. Donc, les deux ensemble, je pense qu'on peut en venir à bien détecter, puis être de meilleurs consommateurs avertis de l'information, puis d'avoir des moyens de mieux détecter. Quand même, il y a certaines propriétés de style puis de contexte de la désinformation qui les rendent détectables par l'intelligence artificielle, mais de toujours, il y a l'aspect humain, notre décision, l'impact, puis d'en être conscient. C'est un peu, ça fait le tour des solutions sur lesquelles on travaille. Est-ce que vous voyez d'autres solutions? Alors, on parle beaucoup d'éducation. On peut aussi se demander, comme le président Trump, si ça va tout disparaître par soi-même, la désinformation. Peut-être effectivement que les gens vont finir par s'habituer dans l'univers Internet là, à être plus prudents de génération en génération, mais comme Ève le signale, peut-être être plus prudent par rapport à la désinformation, mais endosser des théories plus facilement conspirationnistes. Est-ce qu'il y a d'autres solutions que vous envisagez? Christian, si je peux me permettre, c'est que moi, je pense qu'il faut commencer déjà dans nos programmes universitaires, dans nos programmes, dans nos facultés d'éducation. OK? Il n'y a pas de cours d'initiation à la culture scientifique où on pourrait déjà réfléchir sur l'épistémologie des sciences, les activités scientifiques, leur mode de validation, comment s'écrivent les articles, etc. Et puis, évidemment, toutes les questions d'information et de désinformation, nous n'avons même pas ça. Et ces enseignants, ces enseignantes qui sont formés chez nous vont dans les écoles sans cette culture. Donc, ils ne peuvent pas transmettre, vous savez, cette culture scientifique, une culture réflexive, une culture critique sur le savoir, si dans nos propres institutions, on ne les forme pas à cela, à cette culture scientifique. Moi, ça fait 25 ans que je parle dans ma faculté de créer des cours spécifiques d'initiation à la culture scientifique dans nos programmes. Ben, j'attends encore. Mais il y a d'autres projets, Moi, vous savez, je suis abonné à l'IB, puis à tous les matins maintenant, l'IB écrit ce qu'ils appellent un check news. Check news contre le fake news. Et ça fonctionne leur truc tous les matins. Donc, ils prennent trois genres de nouvelles qui sont très importantes dans les journaux français. Ce matin, on parlait justement des vaccins sont-ils efficaces contre les variants sud-africains et brésiliens. Donc, ils font le tour des informations, autant les fausses et les vraies, et voilà qu'on apporte un complément de connaissances là-dessus. Donc, c'est des projets intéressants, des projets d'ailleurs que nos journaux au Québec aussi pourraient suivre parce que moi, je les lis puis j'apprends chaque matin plein de choses super intéressantes. Puis évidemment, comme on l'a dit tout à l'heure, on ne sait pas si c'est une mauvaise information, si c'est une opinion mensongère ou si c'est une vraie information nous-mêmes, parce qu'on n'est pas des spécialistes de la santé. Donc, ça nous prend des journaux comme l'IB, ben, évidemment, pour essayer d'éclairer un certain nombre de questions qu'on se pose soi-même, parce qu'on n'est pas tous des spécialistes comme Ève de la santé et des vaccins, enfin, de tout ce grand monde qui est celui de la pandémie aujourd'hui. Oui, et puis je ne sais pas, je pense que c'est Ève ou Nadia qui avait dit qu'il faut se méfier de son niveau de confiance. Quand on est trop confiant par rapport à ce qu'on sait, c'est déjà, il faudrait cultiver le doute par rapport à soi-même, particulièrement par rapport aux idées qui nous paraissent séduisantes. Est-ce que vous voyez d'autres solutions? Ouais. Si je peux aussi intervenir, moi, je crois sérieusement que la solution miracle n'existe pas. C'est comme disait Sébastien, c'est vraiment un paquet de solutions, que ce soit d'initiatives technologiques, gouvernementales, juridiques, de sensibilisation en éducation, des formations dès le secondaire, comment naviguer les médias sociaux, mais surtout, et puis je suis en train de travailler dans le contexte de deepfake, du fait que la technologie est là, même si elle existe, et puis il y a beaucoup de travail dessus, elle est encore loin d'aider à détecter ces deepfakes, ces hypertrucages, d'où ce que Sébastien disait parler de l'intelligence humaine. Donc, la capacité à vraiment travailler sur
l'agentivité numérique, qui est la capacité de nos jeunes et de notre société de non seulement identifier la désinformation et puis se protéger soi-même, mais comme citoyen responsable, comment la contrecarrer pour protéger les autres et nos sociétés. Donc, c'est aller plus loin que la sensibilisation, mais aussi avoir un rôle actif, parce que si on va juste attendre que le gouvernement, la technologie, etc., s'en occupe, la propagande est immense. C'est tout comme le virus. On avait tous un rôle hyper important à jouer, chacun chez nous, chacun par nos actions. C'est pareil en ligne. Si on n'a pas une agentivité numérique, si on n'est pas vraiment là pour aider à comment dirais-je, sensibiliser, puis lever un red flag quand il y a une désinformation qui est en train de se partager dans notre réseau, là, on va manquer notre coup. Donc, c'est vraiment un travail de tout. C'est un paquet de solutions qui doit être proposé puis suivi. C'est un défi social. Maintenant, on serait rendu à la période de questions. Le temps file. Alors, je voudrais savoir s'il y a des questions du public auxquelles nos invités pourraient répondre. Oui, oui, effectivement, on a eu quelques questions qui ont été posées, mais tout d'abord, je voulais m'excuser, on voulait s'excuser là, aux personnes qui ont eu de la difficulté à se connecter au début. On a eu un petit problème avec la plateforme là, Webex, donc on est vraiment désolé, mais sachez pour ceux et celles qui auraient manqué l'introduction, nous vous enverrons le lien lors de diffusion, ça va être disponible là, sur le site du Laval aussi, là, donc rassurez-vous, vous pourrez réécouter. Je commencerai par un commentaire intéressant qu'on a reçu de M. Fortin également, qui nous remercie de la belle diversité des panélistes. Il a adoré la pluralité des angles d'approche que vous avez apportés. Il a trouvé ça très intéressant. Donc, je trouvais ça intéressant de vous le souligner en début comme ça là, pour une petite tape dans le dos pour la suite. Donc, une des premières questions que nous avons reçues, la manipulation de l'information, qu'en est-il chez les scientifiques? Qui va vouloir répondre à ça? Je vais me lancer, puis ensuite, je pense que Denis pourra me compléter, mais tu sais, dans le système de financement que l'on est, il y a des gains à faire pour les chercheurs de publiciser leurs recherches, puis c'est sûr qu'il faut ça va faire en sorte qu'on va vouloir faire des communiqués de presse avec des données partielles, on va vouloir... et ça a des impacts. Puis je vais ramener à la vaccination. Il y a un des plus grands mythes qui est lié au vaccin, qui est l'association entre un vaccin contre la rougeole et l'autisme, qui est le fait d'un chercheur qui a publié une étude dans une revue. L'étude, les conclusions n'étaient pas si déterminantes, mais ce chercheur-là a beaucoup... parler aux médias puis publiciser sa recherche, et donc parce qu'il en cherchait, il avait à la recherche de gains personnels pour ça, mais c'est là qu'il y a eu un danger. Donc, c'est certain qu'il y a un rôle de par le système de financement qui fait que plus on est connu, plus on peut bénéficier, qui va inciter des chercheurs à publier. Puis, il y a aussi parfois une difficulté à communiquer simplement des résultats complexes qui va faire que le message peut être un peu confus. Et le manque de financement pour le journalisme scientifique. Oui. Ève, j'aimerais ajouter, mais un autre angle, puisque c'est intéressant parce que les quatre, on aborde les sujets d'angles différents, mais c'est l'angle du savant fou. Parce que depuis le début de la pandémie, on a entendu plein de trucs au sujet de scientifiques dans des laboratoires quelque part en Chine, en Russie, ou dans un petit pays inconnu, là, où il y aurait des savants fous. On les appelle comme ça parce que c'est une grande figure de la littérature, le savant fou. Vous vous rappelez Frankenstein, vous vous rappelez par exemple le docteur Moreau. Le docteur Moreau est isolé sur son île, c'est un généticien, puis il fait des mutations entre des animaux et puis les humains. Donc, il y a toujours eu cette espèce de représentation d'un savant qui est un peu fou et puis qui voudrait recomposer la biologie humaine et même qui voudrait insérer dans la biologie humaine, je dirais même des puces pour pouvoir le contrôler, des puces qui vont l'amener même à consommer. Bon, ça on l'entend, hein, Bill Gates avec, dans le vaccin, il y aurait une puce pour contrôler les gens. Donc je pense que cette figure du savant fou, elle est très présente depuis le début de la pandémie, on la voit partout. C'est très difficile de combattre cette figure-là parce que quand on dit, ouais, c'est des gens dans un laboratoire qui ont même créé le virus, et puis bon, là, on donne une sorte de raison à ça. Donc, on doit aussi essayer de pallier par
discours par une autre culture, une culture scientifique qui est la nôtre, ce type d'information-là et ce type de discours-là. Et moi, je le trouve très important parce qu'il revient constamment. Il revient constamment et puis souvent, pas nécessairement de personnes qui sont des complotistes. Hein, il revient constamment de nos voisins qui disent, mais dans le fond, c'est peut-être quelque chose qui a été créé quelque part dans un laboratoire. Donc, il faut tenir compte de ce type de discours-là. Et la question est bonne parce qu'elle nous amène aussi à réfléchir là-dessus. Si je peux ajouter par rapport à ça, un peu plus, là, un moins savant fou, mais nous, les scientifiques, professeurs, chercheurs, il y a tout un système, là, peut-être pour répondre à la question de monsieur, il y a tout un système d'évaluation par les pairs et de vérification des articles. Et puis, de plus en plus aussi, la plupart des revues scientifiques, on doit déposer un projet de publication avec la méthode et tout, et c'est suivi dès la collecte de données pour s'assurer que tout est parfait avec rigueur. Il y a aussi des comités d'éthique de chaque institut de recherche et université. Donc, on est très bien suivi pour s'assurer que tout ça est totalement résilient là, à la, disons, une mauvaise intention ou des erreurs dans la saisie ou l'interprétation des données. Est-ce qu'on a le temps pour prendre une autre question? Ben, moi, je crois que oui, là, si vous désirez. Là, on en a, donc, serait-il possible de préciser comment les médias traditionnels contribuent à la désinformation, si tel est le cas? Alors, quelqu'un veut répondre? Bien, si on définit la désinformation avec l'intentionnalité malveillante, je pense qu'on peut pas, tu sais, je dirais que les grands médias, au moins au Québec, n'ont pas cette intention malveillante de, tu sais, transmettre de l'information erronée pour des buts de manipuler le public, là. Par contre, je pense qu'il y a une certaine... en publiant beaucoup d'informations, puis ça revient un peu à la question précédente, la science, elle a ses mécanismes de régulation qui sont solides, puis qui fonctionnent et auxquels on peut faire confiance. Le traitement médiatique de la science, c'est autre chose, puis comment un journaliste va rapporter une étude scientifique, c'est différent de l'étude en elle-même, là. Donc, je pense qu'il faut distinguer les deux. Je pense que c'est là que peut-être les grands médias contribuent à la désinformation en rapportant certaines informations parcellaires. Puis, il ne faut pas oublier non plus le phénomène des titres. Ce ne sont pas les journalistes qui écrivent l'article qui font le titre. Et souvent, les gens ne lisent que le titre. Et parfois, le titre n'est pas toujours aligné avec le contenu de l'article. Et donc, ça peut nuire beaucoup à la confiance ou à la bonne information. Mhm. Ben, il faut dire aussi, F, que tu sais, on parle des médias sociaux, les journaux, mais à la radio, il y a d'autres types de discours. Moi, j'ai souvent entendu à la radio à Québec, hein, je suis de Québec, souvent j'écoute cette radio pour voir encore si j'existe. Je m'aperçois que oui, on existe par le biais de ces gens qui nous disent, par exemple, mais comment croire aux scientifiques? Parce qu'ils disent une chose et son opposé, ils ne s'entendent pas entre eux, ils tiennent un discours contradictoire, puis regardez-les, ils sont toujours en train de débattre, et puis là, on va citer M. Raoult ou M. Maillot qui disent des choses un peu bizarres, et puis, tu vois, donc on crée beaucoup de confusion. Donc, ça crée, je dirais, une méfiance à l'égard du discours même des médecins et des scientifiques, surtout en temps de pandémie, qui doivent prendre des décisions souvent d'une façon un peu précipitée et puis sans même avoir à l'expliquer. Bon, ça, c'est un autre truc parce que toutes les décisions qui ont été prises pendant la pandémie n'ont pas toutes été expliquées. Donc, là, les médias s'emparent évidemment de cette situation en disant, regardez, les scientifiques prennent des décisions, mais ils ne sont même pas capables d'expliquer le rationnel de leurs décisions. Donc là, on a sur encore certaines antennes de Poste de Radio de Québec des gens qui vont dire méfiance, 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 surtout il ne faut pas les écouter. Puis là, ils rentrent dans notre jeu parce qu'ils vont dire pensée critique, réflexivité, penser que ces gens-là ne savent peut-être pas tout à fait ce qu'ils disent. Donc, ils utilisent notre propre discours sur la réflexivité et la pensée critique pour amener des individus, enfin leurs auditeurs, à prendre distance vis-à-vis des scientifiques. C'est très intéressant à suivre, dans le fond, ces trucs-là. Le temps file, malheureusement, et donc ça va être le mot de la fin pour chacun. Je vais y aller. Je sais que Nadia doit rapidement nous quitter. Alors, Nadia, si vous êtes encore là, votre mot de la fin. Je vais rapidement remercier aussi encore une fois tout le monde pour cette
pour ce bel échange. Et puis, comme on a dit, c'est vraiment le travail de tout le monde. Et puis, pour moi, je viens de l'éducation, alors je crois qu'il y a un grand rôle pour l'éducation. Et puis, ça ne se limite pas aux écoles, universités, mais vraiment éduquer la société et puis trouver des interventions qui peuvent aller au-delà de nos cours pour sensibiliser, mais aussi pour donner cette responsabilité d'agir et puis de prendre la responsabilité de se protéger tout le monde. Merci beaucoup pour tout le monde. Merci, Nadia. Denis Jeffrey, votre mot de la fin. Ben, moi, je veux être un peu virtueux comme Nadia parce que je pense qu'il faut créer encore partout dans les écoles depuis le primaire jusqu'à dans nos universités, puis peut-être en urgence dans une université, des cours de culture scientifique, d'initiation à la pensée scientifique où il y aura, par exemple, des compétences autour de l'agentivité numérique, comme en parlait tout à l'heure Nadia, mais on doit vraiment faire quelque chose. Puis aussi, je pense qu'il faut travailler à rehausser les mérites des scientifiques et de leurs recherches. Moi, je n'oublie pas que dans un sondage récent, on demandait à la population de classer les groupes de professionnels, vous savez. Et puis, ben, nous, les scientifiques, ont été classés dans ce groupe en 17e position, OK, juste avant les coiffeurs. Donc, est-ce que ça veut dire que notre autorité est à peu près celle d'un coiffeur? Et donc, il y a un travail à mener aussi autour de l'autorité des savoirs scientifiques qu'il faut falloir aussi distinguer de l'autorité du chercheur lui-même. OK? Donc, il y a un travail à faire. On a un travail social, un travail, je dirais, à travers le Québec, dans tout le Québec au complet, à faire sur ces questions-là. Merci beaucoup. Sébastien? En fait, je réitère que je pense qu'il bon, il y a beaucoup de propos qui semblent un peu alarmistes ou pessimistes, mais il y a quand même des systèmes en place. La désinformation, bon, c'est plus récent, mais depuis quelques années, on en parle, les jeunes sont plus sensibilisés. Et oui, il y a des solutions qui commencent aussi du point de vue technologique. Et je reviens avec l'aspect de l'intelligence humaine. On est chacun potentiellement un consommateur d'informations, puis quelqu'un qui peut propager de la bonne ou de la mauvaise information. Donc, d'en être bien conscient. Mais le problème aussi, c'est que ceux qui en sont conscients sont peut-être pas ceux tout le temps qu'il faut bien atteindre avec les politiques pour contrer la désinformation. Ça sera un autre sujet. Merci. Merci, Sébastien. Ève, le mot de la fin? Oui, ben merci. Merci, Christian. Merci à mes collègues panélistes pour les discussions intéressantes. Je rejoins mes collègues en disant qu'il faut faire confiance à l'intelligence humaine. Je crois beaucoup au dialogue, à l'empathie. C'est la désinformation, puis le rôle des médias sociaux, c'est quand même relativement nouveau. Tu sais, j'ai confiance qu'on va, avec l'éducation, l'information, des bonnes stratégies, on va arriver à faire face à ce problème-là comme on le fait avec d'autres enjeux de société. Donc, je crois en l'intelligence humaine et la capacité de distinguer, puis je pense que en la crédibilité de la science, là, puis en l'avenir, mais je vais me faire accuser d'être scientiste et positiviste, là, mais bon, vous avez vu mon jupon dépasser avec mon mot de la fin. Oui, merci beaucoup. Et mon mot de la fin, moi, en fait, comme je viens du domaine du marketing social, dans mon domaine, on dit toujours qu'un problème doit être examiné sous l'angle de l'offre et de la demande. Alors, là, ici, on a un cadrage, hein, on a des professeurs qui ont un cadrage particulier, qui vont beaucoup vers le sens de l'éducation, qui est une partie de la solution. On aurait eu un professeur ou une professeure en droit qui nous aurait expliqué aussi que, bon, il y a de la réglementation, il y a des barrières qu'on peut mettre à l'entrée. Pour l'instant, il n'y a pas de barrière à l'entrée sur Internet. On peut faire et dire tout ce qu'on veut, à peu près. Mais cependant, quand il y a des barrières, s'il y a des poursuites, on s'aperçoit, on le voit actuellement aux États-Unis, quand il y a des poursuites qui sont faites contre des gens qui désinforment, tout d'un coup, il y a moins de désinformation par rapport à ce sujet-là. Les gens se tiennent plus quoi. Donc, il y a moyen aussi donc, de mettre en place tout un ensemble de mesures qui vont, sur le plan cognitif, augmenter le coût d'acquisition et de production de la désinformation sur Internet. Et ce n'est pas uniquement des coûts monétaires. Là. On peut penser à toutes sortes de barrières qu'on peut mettre en place. Donc, il y a de l'éducation, mais il y a aussi également de la réglementation, de l'autoréglementation ou du contrôle. Il y a une
panoplie de solutions envisageables. Alors, ça termine ce webinaire. Je tiens à remercier tous les panélistes, Denis Jeffrey, Eve Dubé, Nadia Nafi et Sébastien Tremblay. Je vous remercie beaucoup de votre participation et puis je vous souhaite à tous et à toutes une bonne fin de journée de 1er avril. Malheureusement, cette tempête n'était pas un poisson d'avril, elle est bien réelle, mais elle achève. Merci à tous. Je ne sais pas si Mélanie a encore... Oui, un très, très bref mot. Ben, tout d'abord, merci à tous et à toutes là, de votre présence, de votre participation. Simplement vous rappeler que le webinaire sera disponible en rediffusion sur le site de l'Université Laval ainsi que sur les médias sociaux. Alors, n'hésitez pas à le partager également dans votre réseau. On vous invite à vous inscrire à nos prochains webinaires. Pour information, le prochain que nous offrons sera le 22 avril et portera sur le Grand Théâtre de Québec au cœur de la culture. Donc, merci. Bonne fin de journée. Au revoir. Merci, au revoir.